Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 427e rencontre Vlil et ce soir on a donc la chance de recevoir Isabelle Picard pour cet ouvrage Yawenda qui a reçu le prix France-Québec 2025. C'est un prix qui est particulier pour les éditions des paysages parce que Michel Jean l'a déjà obtenu, parce que on aime beaucoup cette maison d'édition depuis ses débuts, depuis 2020 et on a hâte découvrir la nouvelle voix des éditions des paysages avec Isabelle Picard. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et bonsoir à Maury qui va débuter tout à l'heure après mon introduction. Ouvrez la fenêtre d'un silence. Ici, la parole creuse un puits dans la glace. Yawenda nous vient comme un souffle qui traverse des maisons inhabitées, des noms effacés, des chambres où l'on n'a jamais appris à appeler. Il y a dans ce livre des voix multiples qui se répondent en écho, des bras qui se cherchent au travers des décennies. La page devient un lieu de réparation. On y ravaude des souvenirs, on rattache des prénoms arrachés. La langue qu'on croyait assoupie reprend parfois, subtile, une phrase qui ouvre la mémoire. Car ce roman n'est pas seulement une enquête, c'est un planisphère des absences, une tentative de recoudre le réel. L'écriture se fait mesure, puis les pertes et les retrouvailles, les lenteurs et les jaillissements. Lire Yawenda, c'est suivre des pas qui se répondent à 50 ans d'intervalle, c'est écouter des vies qui se recomposent. Il y a des images qui brûlent, la neige qui efface, le froid qui retient les voix, puis le verre qui cristallise la mémoire. Isabelle Picard tisse, sans effort, sans effet facile, la politique et l'intime. L'un vient nourrir l'autre comme une sève mauvaise et nécessaire. Sa grande force tient en sa capacité de rendre visibles les archives, les dossiers ou encore les omissions. À la croisée des générations, la langue se refuse à mourir, elle revient en fragments, en noms, en chansons, entendues au loin. Nous allons ainsi entrer dans ces chambres de mémoire et essayer d'y entendre la moindre respiration. Interroger ce livre, c'est accepter d'être dérangé, c'est accepter que la consolation soit intermittente. Nous ne demanderons pas de justification morale, nous demanderons des présences, des attentions ou des inflexions. Nous laisserons la place au silence parce qu'il travaille souvent la vérité mieux que mille affirmations. Nous voudrons entendre la langue qui a appris à tenir ensemble les histoires privées et la grande histoire, et nous chercherons toujours à rendre audible ce que le livre nous demande de garder vivant. Accueillir ce roman, c'est se tenir prêt à recevoir des vérités qui dérangent et des consolations qui ne suffisent pas. Et si au terme de cette heure et demie, une phrase devait rester dans la salle, qu'elle soit une lampe plutôt qu'un tombeau. Bonsoir à tous les deux. Alors Bonsoir. Hmm. C'est Isabelle, magnifique. Bonsoir, Anthony. merci. Très Isabelle, bon. c'est un premier roman en littérature adulte, après des ouvrages jeunesse dont on va aussi parler, puis un recueil de nouvelles. Notamment, vous avez souvent écrit de manière collective. Aujourd'hui, c'est le début peut-être d'une longue aventure de manière romanesque, même si évidemment, vous allez parler de la promiscuité entre le romanesque et le réel. J'aimerais savoir, avant qu'Amaury nous parle de la découverte de votre plume, qui a déjà depuis quelques années, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans ce côté romanesque au détour de votre histoire familiale? Oh, c'est une bonne question, mais en fait, ça fait longtemps que je veux parler de cette histoire-là, puis on en reparlera tout à l'heure, mais qui est la rafle des années 60. On connaît beaucoup les pensionnats indiens, de plus en plus, en tout cas, au Canada, c'est très connu, en France, de plus en plus. La rafle des années 60, c'est une autre forme de colonisation, d'assimilation forcée de la part du gouvernement. Et ma famille n'y a pas échappé. Donc, ça fait longtemps que je voulais raconter ça. C'est une histoire qui ne se retrouve pas dans la littérature francophone au Canada. Et j'ai senti, il y a quelques années, que c'était le bon moment de le faire. Parce que avant de révéler une histoire, il faut que le public qui va lire l'histoire ait certaines bases, ait certaines connaissances, ait une certaine ouverture. Vous parliez de vérité révélée. Ça peut être choquant de révéler ces vérités-là. Je me souviens très bien quand on a commencé à parler des pensionnats pour autochtones, des pensionnats indiens au Canada, les gens étaient choqués. Ils n'en revenaient pas de ce qu'ils entendaient. Les non-autochtones, évidemment, parce que pour les Autochtones, c'était connu. Et j'ai l'impression que Yawenda s'inscrit aussi dans cette révélation qui peut être choquante. Alors, il a fallu que j'attende que le public soit prêt, que je sois prête, que ma famille soit également prêt, prête.
Et donc, c'est pour moi dans l'ordre du nécessaire pour révéler donc cette vérité. Alors, Amaury, j'aimerais que tu nous parles d'Isabelle avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Hmm. de ta connaissance de cette autrice-là, qui est ethnologue Ouais. également, on pourra aussi en reparler. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a tout finalement pour rentrer dans le catalogue des paysages, clairement. Ah Mais oui. comment, Et comment tu as depuis, connu ce oui. manuscrit? Elle a tout et puis depuis un moment déjà parce qu'en fait, tout à l'heure j'ai recherché, mais même mon iMac est finalement trop récent pour ça, mais je crois avoir retrouvé la trace de nos premières correspondances qui date de 2019. C'est-à-dire que j'ai monté la maison en 2018, nos premières publications datent de 2019 et déjà à l'époque, j'avais envoyé un courriel à Isabelle parce qu'elle faisait des chroniques, notamment dans la presse, qui est un journal au Québec très très connu, et ces chroniques, je les trouvais extrêmement bien pour introduire au sujet autochtone. Évidemment, ça s'adressait aux allochtones au Québec, mais ça aurait très bien pu s'adresser évidemment aux Français de France, parce que en fait, il y avait une manière très pédagogique de parler, avec une vraie volonté d'ouverture, je trouvais, dans ces textes-là, qui étaient plutôt courts, bien amenés. Et puis c'est vrai que j'avais dit pourquoi pas en faire quelque chose pour la France, parce que peut-être que les allochtones au Québec sont évidemment ignorants de beaucoup de problématiques, mais c'est exactement la même chose pour la France, et je trouvais que ça aurait fait une formidable introduction à toutes ces problématiques-là. Et puis en fait, on s'est dit pourquoi pas, et puis en fait, on a laissé aussi le temps passer. Il y a tout un tas d'autres choses qui sont arrivées. J'avoue aussi que je ne savais pas exactement où j'allais pouvoir mettre ces chroniques-là. Il aurait fallu aussi les réadapter pour un public français. Et donc on a laissé ça, ça a suivi un petit peu son cours. Et un jour, j'ai retrouvé en fait Isabelle par le biais de ces textes jeunesse qui ont connu un très très grand succès au Québec, la trilogie de Niche, qui, bon, justement, là aussi, à mon avis, aurait pu intéresser ou pourrait, dire, pourquoi pas intéresser un public, un jeune public en France. On retrouvait là encore une sorte de verve, une vivacité dans l'écriture. J'aimais beaucoup, les choses étaient expliquées très simplement, mais là encore, on sait bien que écrire simplement, ça demande énormément de travail en amont. Il y a un effet entonnoir, je suppose, mais là, c'est les techniques d'écriture d'Isabelle, elle nous en parlera ou pas. Et il y a quelques temps, je suis tombé sur ce texte-là. Je ne sais pas si c'est un peu avant Étonnant Voyageur, avant que tu sois invité, Isabelle, à Étonnant Voyageur, mais c'est très possible par l'intermédiaire, comme très souvent, de la Librairie du Québec à Paris. Je suis un ami de Yann et Yann est mon ami, et donc très souvent, quand il reçoit les nouveautés, on se fait signer un petit peu, il me dit, t'as vu passer ça, voilà. Et effectivement, j'attendais beaucoup de ce texte d'Isabelle parce qu'il venait combler un manque, elle l'a dit, sur cette période-là, sur ce phénomène-là, de la rafle des années 60, mais j'attendais aussi la romancière. Et c'est ça aussi qui m'intéressait parce que, bah, là encore, j'espère ne pas briser un grand secret, mais Isabelle et Michel se connaissent bien, très très bien. Ce qui fait que je savais, de par Michel, que Isabelle avait lu Coucoum, voire relu Coucoum. Donc, j'attendais évidemment de voir comment ça, elle aussi, finalement, prenait ou s'émancipait de cette écriture-là, et voir ce que ça donnait. Et j'ai été effectivement immédiatement séduit. Moi, j'ai adoré le personnage de Liliane, que je vois, je l'ai vu instantanément, et c'est très très cinématographique. On y est attaché. À propos d'Almanda, c'est quelqu'un, quand on, c'est des facilités de dire ça, mais pourtant, quand on est un éditeur, on ne le dit pas fréquemment. Quand on ferme le bouquin, aujourd'hui encore, j'ai en tête Liliane. C'est quelqu'un que je vois marcher dans la rue, dans le petit village, aller justement se confronter aux autorités. Bref, c'est quelqu'un qu'on a évidemment envie de conserver longtemps avec soi. Donc, quand on a cette force-là dans un roman, je me dis, c'est pas possible de pas faire en sorte que ça arrive dans les mains des lectrices et des lecteurs de France, de ceux qui suivent la collection Talisman, bien sûr, parce que, comme on disait, une question qui n'avait pas été traitée auparavant, mais j'ai pas envie non plus de faire un catalogue des questions politiques ou autre chose. Non, là, c'est que c'est très bien traité, ça reste un roman. Là encore, entre la part du réel et du roman, c'est à Isabelle de voir, mais moi, en tout cas, je l'ai reçu comme tel, comme une histoire avec énormément de souffle. Euh, je regrette presque que ça, finalement, qui est, pour moi, ça aurait pu encore aller plus loin, on aurait pu encore lire davantage de choses sur le destin de Liliane, bien sûr. Mais voilà, il faut évidemment mettre un terme à cette écriture-là. Mais voilà, je suis pour le coup resté non pas sur ma fin en tant qu'éditeur, mais en tant que lecteur. J'avais envie de continuer de cheminer longtemps avec Liliane. Donc voilà, pour moi, ce texte-là avait effectivement une grande importance à être publié dans les meilleures conditions possibles. Et on a été heureusement surpris par ce prix-là, qui est arrivé après qu'on a, on va dire tout simplement, fait le contrat avec Flammarion Québec. C'est-à-dire que j'avais entendu dire que évidemment Isabelle était en lice pour ce prix-là. On avait les trois finalistes qui avaient été dévoilés.
on n'avait absolument aucune idée sur le destin de ce texte-là, même si on croise ou on se croise les doigts, bien sûr, mais voilà. Et c'est arrivé comme ça, subitement, on a appris que Isabelle avait gagné, ce qui fait que ça va lui donner sans doute une audience supplémentaire, comme tu as dit, Anthony, quand on sait ce qu'avait reçu aussi Coucoum et ce prix littéraire et la tournée qui s'en est suivie et l'attachement qu'il y a eu ensuite entre le lectorat en France et Michel et inversement. Donc j'espère évidemment que Isabelle va connaître cette même histoire à succès parce que elle est fondatrice pour des paysages, mais elle a été aussi, je pense, fondatrice pour Michel, pour Coucoum. Donc, on peut que souhaiter ça. Donc voilà, moi j'espère encore longtemps cheminer avec Isabelle. Elle a fait là un essai récemment qui m'intéresse plus que beaucoup. Donc on va en reparler pour éventuellement, justement, et pour ceux qui nous suivent ici, c'est en réalité ce qu'on n'a pas fait dans les chroniques. Isabelle l'a fait dans le cadre d'un essai et je pense qu'on aurait tous à y gagner à le lire aussi. Donc voilà ce que je peux dire sur cette rencontre avec Isabelle. Et puis, on a partagé quelques coupes de champagne une fois ou deux aussi, notamment étonnant Très voyageur. bien. Bon, voilà. Très bien. Alors, n'allons pas trop vite dans besogne en parlant de Liliane. Liliane, qui est l'une des filles de cette famille-là, qui porte la famille aussi pendant longtemps. On va en parler tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais que Isabelle, vous nous parliez de ce projet Yawenda en 2007, de l'Alliance de recherche université-communauté, dont l'objectif était la revitalisation de la langue Huron-Wendat. Alors, pour les lecteurs français, alors on a reçu ici beaucoup d'auteurs avec différentes communautés aussi. Clairement, mais il me semble pas qu'on ait reçu encore de Wendat. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette langue, de ce peuple, de leurs caractéristiques, finalement de leur état d'esprit, avant de nous parler de cette revitalisation de la langue, puisque j'ai l'impression que la langue a une importance capitale et est même fondatrice pour vous et pour ce peuple-là également. Oui, absolument. Comme dans toutes les langues autochtones, en fait, dans toutes les cultures. Euh, donc, les Wendat, puisque c'est maintenant comme ça qu'on s'appelle, on a enlevé le terme Huron, qui est un mot qui nous avait été donné par les Récollets au tout début de la colonisation. Donc, on est en 1615, les Hurons à l'époque. Donc, c'est un peuple qui vivait dans le nord de Toronto, au nord de Toronto, près de la baie Georgienne, si vous connaissez un peu l'Ontario, donc au Canada. Et c'est un peuple qui était composé d'environ 40 000 personnes. Donc, c'était un grand peuple autour des Grands Lacs canadiens. Un peuple semi-sédentaire qui vivait dans des maisons longues, non pas dans des tipis ni dans des wigwams. Un peuple où la femme avait un rôle très, très important. C'était les femmes qui décidaient souvent dans les clans, puisqu'on était divisé en différents clans. Il y avait un rapport égalitaire entre les hommes et les femmes, bon, bien sûr, à la mesure de ce qu'on peut faire physiquement, etc., mais chacun dans une communauté Wendat avait un rôle important, que ce soit les aînés, les hommes, les femmes, les enfants. Et on fonctionnait beaucoup sous forme de cercle, c'est-à-dire qu'on essayait de tendre vers une certaine harmonie, justement dans le fait que chaque personne jouait son rôle. Est arrivée la colonisation, est arrivée la traite des fourrures, donc en Nouvelle-France, et les Wendat ont été une des populations, disons, j'aurais envie de dire, pionnières de cette relation-là entre les marchands français et les Autochtones. Donc, ils ont servi d'intermédiaires, donc entre, par exemple, les Anishinabés qui nous fournissaient la fourrure et les marchands français. Et même qu'au début du 17e siècle, c'était le Wendat qui était le plus parlé dans cette nouvelle France qu'on connaît. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que 300 ans plus tard, la langue va être complètement perdue, puis je vous expliquerai là, comment elle est revenue. Donc, un beau peuple, un peuple malheureusement, à cause de cette proximité-là avec les explorateurs, avec les colons, qui a été décimé par la maladie principalement, bon, la rougeole, la grippe, bon, l'influenza, etc. Ce qui fait qu'en 25 ans environ, on est passé de 40 000 à 15 000. Donc, ça a été énorme, la perte. Il y a eu aussi certaines guerres, il y a eu de la famine liée avec justement les maladies, puisque plus personne ne pouvait aller au champ faire pousser le maïs. 80% de notre alimentation était composée du maïs. Et ce qui fait en sorte que vers les années 1650, il y a le peuple restant autochtone Wendat, c'est-à-dire on était rendu 300 à peu près personnes. Il y en avait plusieurs Wendat qui s'étaient joints à d'autres populations iroquoiennes, donc de même culture.
à proximité, mais il y a un groupe de 300 qui s'est joint aux Jésuites et qui s'est déplacé vers Québec pour fuir plein de choses, bon, la famine, on le disait, mais fuir aussi les guerres avec les Iroquois qui, eux aussi, voulaient avoir cette espèce de monopole de la traite des fourrures qui avait créé là, certains conflits quand même suite à la colonisation. Donc, on est arrivé en 1650 dans la région de Québec et là, on s'est déplacé à quelques endroits. Depuis 1697, on vit dans ma communauté qu'on a appelé longtemps le village Huron, qu'on appelle maintenant Wendake, puisque c'est notre nom traditionnel qui veut dire la presqu'île, parce qu'autrefois, on habitait une presqu'île quand on était dans ce territoire là, près de la baie Georgienne qu'on appelle aussi la Huronie. Le mot Huron, juste un petit mot pour vous dire pourquoi on ne l'utilise plus. Ben parce que c'est pas notre nom originel, hein, c'est un nom colonisé. Et le mot Huron nous a été donné parce qu'on portait traditionnellement la hure comme coiffe. On appelle ça un mohawk ici au Québec aussi. Et ça rappelait un peu le sanglier, la hure du sanglier. Hein. Comme vous savez, le sanglier est un cochon. Alors, après moult tergiversations, on a décidé de laisser de côté ce terme-là et d'utiliser seulement le mot Wendat, officiellement depuis environ 6 mois. Donc, c'est quand même assez récent. Euh, je vous le disais, la langue, à travers ça, malheureusement, elle s'est perdue, puisque quand on est venu dans la région de Québec, évidemment, on faisait beaucoup, beaucoup d'interactions, de commerce, de contact avec les Français. Et petit à petit, la langue s'est effacée, si bien qu'au début du 20e siècle, à part quelques chants, il n'y avait plus personne qui parlait de façon, disons, comme langue, qui avait le Wendat comme langue maternelle. On avait adopté le français. Et c'est seulement au début des années 2000, après des années où on s'est fait dire oui, oui, on va enseigner la langue à l'école primaire ici, vous allez voir, ça va revenir. Il n'y a rien qui se faisait. Je me suis un peu fâchée. Je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Et au début des années 2000, moi, j'étais chez les Mohawks, donc ils ne sont pas tellement loin, à 3 heures de route d'ici. Je vivais là avec mon compagnon qui était un Mohawk. Et eux avaient fait un grand projet aussi avec une université pour tenter de sauvegarder la langue mohawk, qui était encore parlée, mais qui était en perdition à une vitesse absolument extrême. Et je me suis dit, bon, comment vous avez fait? Je veux faire la même chose. Et j'ai mis en place, justement, j'ai cogné à plein de portes, plein d'universités pour voir, dans des départements de linguistique, pour voir ce qu'on pouvait faire pour revitaliser cette langue-là, puisqu'on avait quand même tous les dictionnaires écrits par les Jésuites, par les Récollets, des lexiques, des grammaires, on avait quand même beaucoup de choses. Et le Wendat au parler, c'est très, très près de la langue mohawk. Donc, on savait aussi comment prononcer tout ça, mais il fallait vraiment rebâtir. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Donc, finalement, c'est l'Université Laval à Québec qui nous a ouvert les portes, le département d'anthropologie. Tous les départements de linguistique se sont tous fermés un à un et on dit ça va être trop compliqué, trop difficile, un trop gros défi, on n'embarque pas là-dedans. Et c'est le département d'anthropologie dans lequel j'avais étudié qui a ouvert les portes. Et on a créé cette union-là, donc cette alliance, ce projet-là qu'on appelle le projet Yawenda. Yawenda, ça veut dire la voix qu'on libère. La voix, dans ce sens-là, c'était la langue. Dans mon livre, c'est la voix, donc les histoires difficiles dont je parle dans le roman Yawenda. Mais donc, finalement, après des années de recherche, des années où des gens de la communauté se sont engagés à réapprendre leur langue maternelle, la langue de leurs ancêtres, en fait. On a été capable de commencer petit à petit à l'enseigner à l'école primaire. Maintenant, il y a des cours aux adultes. Les gens sont capables de tenir des conversations en Wendat. Donc, c'est la plus grande fierté que j'ai. Je pense d'avoir pu contribuer à ça. Et d'autant plus que je trouve ça intéressant. Bon, Amaury m'a dit il faudrait un nom en Wendat. Et moi, oui, il y avait cette espèce de traduction de des glaçons comme du verre, mais il n'y a rien qui sonnait bien jusqu'à temps que je pense à ça, Yawenda. Yawenda, c'est la voix qu'on révèle. Et c'est cette histoire aussi que j'ai voulu révéler par le roman. Alors, longue histoire courte. Et en effet, Des glaçons comme du verre, c'est le titre qui a été publié en 2024 au Québec, on précise. Voilà. J'aimerais qu'on parle finalement de la différence entre la fiction et le réel, puisque dans le roman, vous ne trahissez rien. Les personnages s'appellent Picard, comme votre famille. Et en même temps, c'est un roman. Pourquoi? Parce que, à mon sens,
c'était difficile de faire quelque chose de véritable, vu l'ancienneté de la documentation que vous avez pu utiliser, que vous avez pu demander à votre famille. Vous remerciez d'ailleurs votre famille en fin d'ouvrage. J'aimerais savoir ce qui s'est passé dans cette découverte. Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que tout est dans le récit? Et comment vous avez réussi à traduire tout cela en roman, notamment à travers des dialogues qui évidemment sont totalement inventés, notamment à travers certains personnages peut-être que où vous avez rempli des vides, vous avez comblé des vides. Mais racontez-nous cette histoire parce que c'est extrêmement intéressant de ne pas avoir changé les noms tout en romançant. Mhm. J'ai effectivement, en fait, c'était un grand casse-tête, un grand puzzle que j'avais devant moi. Je ne savais pas honnêtement par où commencer et je me suis dit quelle forme est-ce que ça doit prendre? Est-ce que ça doit être un récit, un essai, une enquête ou... Et là, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit non. Si je veux vraiment que les gens créer cette espèce de contact-là que je désirais, cette rencontre-là que je désirais, parce que moi, je dis souvent que la littérature, c'est une rencontre par le cœur. Oui, bien sûr, l'intellect est impliqué, mais quand même, c'est par le cœur que les grands ouvrages marquent. Et je me suis dit, bon, ben, le roman, c'est le meilleur moyen. Ça va aussi permettre de combler les vides, parce qu'il y en avait des vides. L'histoire commence en 1956. Je suis née 20 ans plus tard, donc évidemment, je n'ai pas connu cette époque-là. Mon père était tout jeune quand les événements sont arrivés, il avait 9 ans. Donc, même lui, il a des trous. Ça fait longtemps, il y a des moments, il y a des choses qu'on ne veut pas révéler non plus. Alors, j'ai dû imaginer certaines choses. Et, euh, et en fait, vous dites que j'ai conservé les noms, j'ai conservé le nom de Picard, mais j'ai changé les prénoms parce que pour moi, c'était quand même important de le faire. Maintenant, Liliane, elle m'a donné la permission et je peux dire que son vrai nom, c'est Charlotte. Donc, Charlotte, aujourd'hui, elle a 80 ans et ça a été ma première source parce que Charlotte, au moment des événements que je raconte dans le livre, elle avait 13, presque 14 ans. Donc, c'est elle qui a le plus grand souvenir de tout ce qui s'est passé. Donc, évidemment, quand je me suis dit, bon, là, c'est le bon moment d'écrire ce roman-là, je suis allée voir Charlotte qui ne vit pas à Wendake, qui a vécu au Lac-Saint-Jean. On est à peu près à 2h30 de Québec, un peu plus au nord, pendant presque toute sa vie. Euh, et je raconterai peut-être plus tard pourquoi, je le dis un petit peu dans le livre. Mais Charlotte m'a ouvert avec beaucoup de générosité euh, sa mémoire, ses souvenirs, qui n'étaient pas simples, qui n'étaient pas faciles. On a pleuré, on a ri, mais elle m'a raconté avec le plus de candeur possible, le plus d'authenticité possible, comment elle avait vu les choses. Et je me suis dit, ça peut pas être, l'héroïne de ce livre-là peut pas être personne d'autre que Liliane. Elle est attachante dans le livre comme dans la vie. Pour moi, c'était important. Donc, ce pont-là entre la vérité d'une histoire et le roman permet plusieurs choses. Donc, il permet ce contact-là par le cœur, il permet de ressentir les émotions, il permet de combler les trous. Il y en a quand même quelques-uns. Outre ma recherche avec Charlotte, évidemment, ben, il y a mon père qui m'a parlé de certaines choses, mais il était quand même jeune quand c'est arrivé. Mais ça a été quand même une source importante. Et j'ai fait aussi des recherches aux archives. Parce qu'on a dans les communautés, dans certaines communautés autochtones, dont la mienne, quand même des archives assez documentées. Et j'ai trouvé, je me suis dit, oh, on ne trouvera rien sur mon grand-père qui s'appelait Ludger et non pas Henri. Et tout d'un coup, je trouve un document, c'est écrit Ludger Picard. Et je sais qu'il n'y en a pas 3000 à leur jour. Et là, je vois et je découvre des documents que mes oncles et mes tantes n'avaient jamais vus. D'ailleurs, on n'était même pas certain de la date de naissance de la plus jeune, qui est Solange dans le roman, qui est sourde. Et j'ai pu voir que oui, effectivement, c'était la bonne date de naissance, mais ça a toujours été un peu un mythe dans la famille, disant est-ce que c'est vraiment cette journée-là ou c'est la veille ou le surlendemain? Donc, j'ai trouvé des photos, j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses. Et, euh, et pour moi, je me suis dit, ben, avec tout ça, je suis quand même capable de reconstruire cette espèce de casse-tête-là, de puzzle-là que j'ai devant moi, mais de tisser ça avec des fils d'émotion, avec le cœur. C'était extrêmement important pour moi de le faire. Évidemment, je n'ai pas connu tous les personnages, je les ai inventés, mais par exemple, l'agent des affaires indiennes, donc qu'on appelle aussi le surintendant, bon, des affaires indiennes, dépendamment des époques.
J'en ai connu plusieurs parce qu'il y en a eu dans les communautés jusque dans les années 90. J'étais encore jeune, mais je les connais. À travers mon travail d'anthropologue, d'ethnologue aussi, je suis spécialisée au niveau des Premières Nations, des premiers peuples. Donc, j'ai fait beaucoup de lectures qui me permet aussi de bien comprendre ces personnages-là. Vous savez, il y a également un personnage important qui est Blanche dans le livre, qui est une travailleuse sociale. Et ça aussi, il y en a beaucoup qui tournent autour des communautés autochtones. Et comme je me suis promenée dans plusieurs communautés autochtones dans ma vie, à cause de mon travail, entre autres, j'ai pu connaître aussi, puis mettre en, tu sais, j'ai pu révéler là, certains traits types de ce genre de personnages-là. Donc, c'est comme ça, finalement, à travers mes connaissances ethnologiques, anthropologiques, ma réalité de Wendat, à travers mes oncles, mes tantes, mon père, et les archives que j'ai pu construire ce roman-là. Alors, il y a un personnage dont on va aussi parler rapidement, mais en même temps, c'est le préambule, c'est le personnage de Belle. Tout va être déclenché à partir de ce moment-là, à partir de sa mort. Alors là, on ne déflore rien, hein, c'est même sur la quatrième de couverture, c'est le tout début du livre. Donc là, pour le coup, pas de spoil. Je sais que certains lecteurs sont très regardants sur ça, on ne spoile rien. Pour le coup. Vous suivez cette famille-là, cette famille Wendat sur plusieurs décennies. Comment vous avez choisi les points d'ancrage, les points d'appui temporels, que ce soit les années 56-57 qui prennent longtemps dans l'intrigue, puis ensuite les années 70, 80 et enfin 2000. Euh, Qu'est-ce qui vous a orienté pour faire ce choix-là? Et surtout, la deuxième question sous-jacente, c'est cette première image. Comment on débute un roman? Est-ce que vous aviez peur de débuter par la mort de Belle, par la mort de la figure maternelle dans une maison avec un mari qui va donc devoir gérer 10 enfants, j'ai bien dit 10, pour le coup, avec cette maison qui se vide très rapidement. Et cette charge, clairement, il y a de l'amour, certes, mais il y a aussi beaucoup de charge mentale, de charge. Aujourd'hui, ça paraît si difficile d'élever 10 enfants. C'est déjà difficile d'en enlever un ou deux. Alors 10, c'est plutôt terrible. Comment vous avez décidé, comment vous avez fait ces choix-là? Est-ce qu'il y a eu tergiversation, notamment sur ce début-là? Ben, en fait, je vais peut-être commencer par le premier volet de la question. Au niveau des époques qui sont révélées à travers le roman, pour moi, j'ai suivi ce qui s'est passé. Donc ça, je me suis vraiment collée. Les gens me demandent, bah, c'est quoi le pourcentage de réel dans l'histoire? Vous allez voir, le roman, il est divisé en deux parties, environ le deux tiers pour la première partie et le tiers pour la dernière partie, la seconde partie. Et je dirais que dans la première partie, bon, à part évidemment les personnages à qui j'ai donné des traits de fiction parce que je les connaissais pas, un bon 75% de ce qui s'y trouve, ou 80 même, est réel. Donc, ma grand-mère, Belle, est morte vraiment en 1957. Et évidemment, je ne voulais pas commencer par la mort. Il fallait qu'il y ait un petit peu de vie avant la mort. Pour moi, c'est extrêmement important parce que quand mon père me raconte, quand ma tante Charlotte me raconte leur histoire, il y a beaucoup de cette vie-là avant. Et là, il y a cette cassure, ce choc-là, et il y a la vie après, un petit peu de cette vie-là que j'ai connue aussi à travers les histoires. Donc, pour moi, raconter avant, c'est extrêmement important. La mort de Belle va arriver, évidemment, au bout de quand même assez rapidement dans l'histoire parce que c'est là que les choses débutent réellement. Mais si on veut bien comprendre l'impact aussi de cette tentative d'assimilation-là, qui est la rage des années 60, qui est l'ingérence de l'État dans les communautés autochtones, ben, il faut aussi voir comment les communautés autochtones vivaient avant. Donc, pour moi, c'était vraiment important. Ensuite, bon, on continue, fin des années 50, début des années 60, et finalement, on se retrouve en 1972, si ma mémoire est bonne. Euh, et là, c'est un peu plus imaginé, en ce sens que oui, il y a l'histoire de ma famille, mais avec les années, bon, vous le savez maintenant, je suis ethnologue, je suis anthropologue, il y a énormément de familles qui m'ont raconté leur histoire en lien avec la ROF des années 60. Il n'y a pas qu'un seul cas de figure et j'avais aussi envie de raconter ces histoires-là à travers un pan de mon roman. Donc, la seconde partie, c'est un mélange de différentes histoires qui m'ont été racontées, dont l'histoire d'une infirmière à Tikamek, qui est un autre peuple autochtone du Québec. Il y en a 11, en fait.
Bon, vous connaissez les Inuits, les Wendat et maintenant les Atikamekw. Et elle est infirmière et elle m'a raconté que quand elle avait 5 ans, elle et son frère, des jumeaux, sont partis parce qu'il y avait une pneumonie, donc ils ont été envoyés à l'hôpital de la ville la plus près, qui est située quand même à 2h30 de route. Son frère est revenu auprès de sa famille et elle n'est jamais revenue. Elle a été adoptée de force sans que les parents sachent. Et ça aussi, ça fait partie de la rave des années 60. Alors, pour moi, je me suis dit, il y a un de ces personnages-là qui doit être adopté aussi de force et faire sa vie ailleurs et qu'on voit un peu l'impact que ça peut avoir. Donc, il y a tout ce mélange-là d'histoire. C'était important pour moi de représenter ça. Euh, et surtout, ce qui était important, si on parle de cette ligne de temps-là, euh, qui s'inscrit à travers le roman, mais pas de façon linéaire, euh, c'est que j'avais envie de parler de l'impact de ces tentatives d'assimilation-là sur plusieurs générations. Évidemment, ça peut être difficile, c'est des impacts qui sont lourds, on sent le fardeau. Même moi, comme fille de mon père qui a été pris et qui a été envoyé dans des orphelinats, dans des écoles de redressement, etc., j'ai ressenti ce fardeau-là. Comme petite fille d'Henri et de Belle, je l'ai ressenti aussi. Euh, et je me suis posé la question, puisque je suis aussi maman, comment est-ce que je peux faire pour cesser, pour couper un peu cette espèce de lien, de fardeau-là qui se transmet de génération en génération. Et je nous ai regardés comme on est aujourd'hui, moi, mes cousins, mes cousines, mes enfants. On est plus jeunes, on regarde vers le futur et tout n'est pas que négatif. Il y a beaucoup de beau parce qu'à travers cette résilience-là, cette résistance-là aussi, qu'on présente, qu'on vit, qu'on est, il y a beaucoup de beau qui ressort, il y a beaucoup de force qui ressort et j'ai voulu aussi le démontrer dans le roman. Alors, moi, pour moi, c'est extrêmement important qu'on voit qu'il n'y a pas que du sombre, qu'il y a de l'ombre et qu'il y a beaucoup de lumière. De là le titre aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a de la lumière et en même temps, je trouve que cet enlèvement, qui est terrible parce il est pas, comment dire, global, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas 10 enfants d'un coup, on les enlève Mhm. petit à petit. Ça aussi, je trouve que c'est extrêmement puissant et encore plus dévastateur peut-être que d'un coup seul, parce que pour le coup, les souffrances de ce père, d'Henri, sont multiples à chaque fois et on a l'impression que il perd aussi une part de lui-même, un dixième de lui-même à chaque fois. Comment on explique cet acharnement? En fait, on voit à quel point Blanche et les autres, même si Blanche c'est un peu particulier aussi, mais euh, sont comme des vautours. On a l'impression qu'il y a une véritable omerta à la fois sur ce qui se passe et en même temps, on vient prendre des enfants. Il faut quand même se rendre compte qu'on est dans les années 60, c'est pas non plus il y a 200 ans. On vient prendre ces enfants chez des autochtones et vous le faites, vous l'écrivez de manière sans emphase, sans jamais en faire trop, sans jamais crier la douleur. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi cette pudeur aussi constante à travers le personnage d'Henri? Parce que moi, sincèrement, j'étais en furie, hein. Ouais. Concrètement, concrètement, j'étais en furie Vous derrière mon n'êtes pas le livre. Je me seul. disais, et j'avais envie de dire à Henri, mais allez, allez, Ouais. bats-toi. Ouais. Mais honnêtement, puis la question, elle est tout à fait légitime. Euh, mais comme femme autochtone, même si je sais, c'est difficile à exprimer. Mais quand on vit ce genre de tentative d'assimilation-là comme personne autochtone, quand on est dans la colonisation, c'est quelque chose qui est insidieux. C'est pas un boom. Là, évidemment, c'est un roman, alors c'est résumé, c'est condensé, euh, mais quand on y est, quand ça se passe justement sur plusieurs mois, plusieurs années, on vient à. Puis ça se passe partout autour de nous parce que dans notre communauté, on vit la même chose. La famille d'en face, il se passe la même chose. La troisième rue derrière, c'est la même chose. On pense que c'est ça, on pense que c'est la réalité. Et les Autochtones, très souvent dans l'histoire, ça a été très, très long avant qu'on voit qu'on puisse nommer les choses, qu'on puisse dire, ben écoute, c'est pas normal ce qui se passe ici. Il y a plein de situations que je pourrais vous nommer, même des situations qui se sont passées tout dernièrement. Un petit exemple très rapide, les Inuits
donc ce que vous appelez peut-être encore les Esquimaux, donc qui sont au nord du Québec. Quand un enfant tombe malade, il n'y a pas d'hôpitaux pour l'accueillir. Il doit s'en venir par avion, ambulance, jusqu'au sud, donc à Montréal ou à Québec. Les parents n'avaient, jusqu'à il y a peut-être 3 ou 4 ans, leurs parents n'avaient pas le droit d'accompagner l'enfant. L'enfant partait seul à l'âge de 4, 5, 6, 9 ans. Il se retrouvait dans un endroit où il ne comprend pas la langue, dans une culture qu'il ne connaît pas, dans une ville alors qu'il vit dans un petit village. Et pendant longtemps, c'est comme si personne avait nommé ça, avait dit, mais ça n'a pas de bon sens, il faut que les parents puissent suivre les enfants. Et comme autochtone, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite. Alors je me suis dit, il faut que que je le fasse ressentir et que je le nomme de cette façon-là. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas toujours être fâché quand on est autochtone. Il y a tellement de choses qui sont difficiles. Si on regarde dans l'histoire, qu'on ne peut pas toujours être fâché pour tout. Mais il y a un moment où, un peu plus tard, quand l'histoire avance, il y a des choses qui sont révélées, puis on voit les choses autrement. Liliane, à un moment donné, voit euh, le, le, le portrait global. Mais quand on le vit, c'est comme si on voyait juste des petites portions du portrait qui se bâtissaient autour de nous. Et c'est vraiment avec le recul qu'on se dit, mais voyons, ça n'a pas de sens. Mais puis on a le droit d'être en colère, puis on a le droit d'être triste, puis on a le droit de crier puis de pleurer, mais on dirait que quand on le vit, ben, n'importe quel être humain, de toute façon, quand il est dans quelque chose de difficile, se dit, ben, c'est ça, j'ai pas le choix, il faut que je fasse avec. C'est une expression peut-être toute québécoise, mais voilà. Alors, j'ai choisi d'emprunter cette façon de faire euh, où les gens, dans les années 50, 60 aussi, là, je suis en train de voir, bon, il n'y a pas eu de soulèvement à cause du clergé, bon, etc. Oui, mais oui et non. Je dirais que c'est vraiment plus euh, quand on est autochtone et on est on est en train de faire l'histoire, de la voir, qu'elle se révèle devant nous. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas toujours dramatique. Ça peut être insidieux. Ça se fait petit à petit. Et dans mon cas, j'ai eu envie de le présenter comme ça, puisque c'est la vérité. On a commencé par les plus vieux, par enlever les plus vieux. On a dit, bon, ils vont juste partir un peu au camp d'été pour vous donner le temps de respirer, de mieux vous organiser. On dit ça à mon grand-père. Finalement, bon, ils étaient rendus à l'orphelinat ou dans des écoles de redressement. Et toujours, on leur disait, ils vont mieux apprendre, ils vont avoir une meilleure éducation, leur français va être meilleur, etc. Alors qu'on avait des écoles tenues par des religieux chez nous aussi. Mais vous savez, c'est une directive qui venait du gouvernement canadien, une directive nationale, donc pour tout le Canada, qui faisait en sorte que certains enfants n'étaient pas envoyés dans des pensionnats pour autochtones puisqu'ils parlaient déjà le français ou l'anglais, ce qui était le cas chez nous, qu'ils étaient déjà catholiques, ce qui était le cas chez nous. Donc, qui avaient adopté des mœurs, des coutumes beaucoup, très, très européennes. Donc, c'était aussi le cas chez nous à l'époque, puisqu'on a été, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une des premières communautés, une des premières nations touchées par cette colonisation-là. Mais c'était pas assez. Le gouvernement voulait quand même briser, ben, éloigner les familles, puisque si on sort les enfants de la communauté, on les sort du territoire, on les sort d'une vision du monde plus autochtone, on les coupe avec certaines valeurs, on les endoctrine. Et c'est ça qu'on a voulu faire avec tous ceux tous les enfants qu'on a envoyés à travers cette rafle des années 60, finalement. Oui, et puis le roman, il fait entendre aussi tous ces silences administratifs. Comment vous avez justement représenté cette horreur froide dans cette bureaucratie? Alors la bureaucratie elle est souvent quand même très froide, mais vous avez réussi à le faire sans perdre la chaleur humaine du clan. Mais on a quand même, je trouve que vous êtes extrêmement subtil dans la narration, extrêmement subtil dans la manière d'évoquer les choses, comme si en effet on était dans la véritable vie et les choses nous tombaient dessus. C'est vrai qu'il y a cette Voilà. passivité, il y a cette passivité-là qu'on n'explique pas, vous avez raison, c'est vrai que ça ne s'explique pas forcément quand on est notamment un peuple opprimé. Mais pour le coup, comment vous avez décidé de gérer cette partie-là, cette administration, cette bureaucratie extrêmement froide? Ben, en fait, j'y ai même pas pensé parce que c'est ce que j'ai connu, même quand j'étais jeune. Je suis pas ethnologue pour rien. J'ai un sens de l'observation vraiment très développé sur ce qu'il se passe autour de moi. J'ai une mémoire, j'ai une capacité de reconnaître les émotions aussi, qui aide beaucoup à être une bonne ethnologue, je pense. Euh, j'ai beaucoup écouté les aînés, ce qu'ils m'avaient raconté.
J'ai travaillé moi-même dans un conseil de bande. Alors, un conseil de bande, c'est l'administration de la communauté, mais les conseils de bande ont été imposés par le gouvernement canadien parce que ce n'était pas nos systèmes et nos structures sociopolitiques traditionnelles. Ça a été imposé avec la loi sur les Indiens, donc à la fin du 19e siècle. Et tout a été un petit peu changé à l'intérieur de la communauté. Et moi, j'ai grandi à cette époque merveilleuse, dans les années 90, où j'étais une adolescente, où on se posait des questions au Québec en tant qu'Autochtones sur justement la colonisation, à quel point ça nous avait touchés. Et c'était cette époque, une des premières fois où on se posait ces questions-là. Parce qu'il y a eu un événement important en 1990 au Québec qui s'appelle la crise d'Oka, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a eu un affrontement entre des Mohawks et les forces de l'ordre pendant tout un été. Ça a été partout à travers le monde et ça fait en sorte que plusieurs nations, plusieurs communautés autochtones, à partir de ce moment-là, se sont dit, mais qui est-ce qu'on est? Est-ce qu'on existe encore comme peuple autochtone avec nos cultures, nos langues, nos valeurs, nos racines, notre spiritualité? Et on a fait une espèce d'évaluation ou de, et il y a beaucoup de gens chez nous qui se sont retournés, donc dans les années 90, ou qui sont retournés vers un mode de vie un peu plus traditionnaliste. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas retourné dans les maisons longues, mais on a fait pousser, par exemple, du maïs comme on le faisait autrefois. On a fait des cérémonies comme on le faisait autrefois. On est retourné vers nos chants traditionnels, des prières traditionnelles. On a commencé à regarder le monde autrement. Et j'ai eu la chance de vivre à cette époque-là et donc de connaître toute cette espèce euh, de discussion ou de confrontation entre un mode de vie un peu plus colonial et ce mode de vie un peu plus traditionnaliste. Et je trouve qu'à travers le roman, l'observation que j'en ai eue, j'ai juste voulu témoigner de la vérité, de ce que j'ai vécu quand j'ai travaillé au conseil de bande, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, toutes ces questions que j'ai posées aux aînés aussi sur comment ça se passait autrefois, c'était comment, etc. Je les ai entendus, je les ai écoutés, puis c'est drôle parce que les aînés sont jamais vraiment dans la colère. On parlait tout à l'heure qu'il y aurait eu beaucoup d'occasions d'être en colère, mais ils racontent pas les choses de cette façon-là. On sent de l'amertume, peut-être du regret parfois, mais c'est beaucoup par l'humour aussi qui vont faire passer les moments, les traumas ou les moments les plus difficiles. Alors pour moi, ça n'a même pas été réfléchi, ça a été parce que c'est comme ça, tout simplement. Et puis alors j'ai appris, parce que c'est vrai que depuis les rencontres Evely, depuis 2020, les éditions des paysages m'ont beaucoup ouvert l'esprit sur cette partie du monde, clairement, que je ne connaissais pas. Pour moi, le Canada, le Québec étaient des régions extrêmement propres humainement, extrêmement valorisées, et j'ai appris beaucoup, en effet, grâce aux éditions des paysages, et je crois que là, le rôle de la littérature, il est aussi là, nous faire découvrir ce genre, et se découvrir déjà des peuples, des cultures, mais aussi la manière dont on traite des communautés. Et ça, je te remercie encore, Amaury. Je te le dis pas souvent, mais là, je te le dis parce que depuis toutes ces années, clairement, tu as donné accès à une littérature qu'on ne voyait pas, à un peuple qu'on ne connaissait pas, à des peuples, à des Premières Nations qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est un immense mérite que tu peux avoir. Tout ça pour en revenir au fait que il a fallu attendre 2015 pour que le gouvernement du Manitoba soit le premier à présenter des excuses officielles aux victimes. Il s'en est suivi d'autres excuses. Et puis 2017, où le gouvernement a voulu dédommager les victimes de cette rafle-là. Comment on explique autant de temps pour comprendre, pour expliquer les choses, pour pardonner, pour simplement nommer les choses? Enfin, je pense que dans n'importe quel autre pays, ça aurait été sûrement pareil. Mais on l'a vu notamment pour le Veldiv, pour Vichy en France et tant d'autres choses. Mais comment on explique ça? Tout à l'heure, vous disiez, il y a beaucoup de raisons d'être en colère. Clairement, ça aussi, c'est une immense raison d'être en colère, c'est d'attendre autant de temps qu'on nomme les choses et qu'on puisse dire pardon. Mhm. Euh, en fait, que ce soit pour ce qui est des dédommagements ou des excuses liées à la rafle des années 60 ou celle qui a précédé, qui concernait les pensionnats pour Autochtones, qui est arrivée en 2008 de la part du premier ministre du gouvernement du Canada,
C'est pas arrivé comme ça. C'est pas le gouvernement qui tout d'un coup s'est dit, wow, on a mal agi, il faudrait bien s'excuser. C'est parce qu'il y a des survivants autochtones, que ce soit des pensionnats pour autochtones ou de la rafle des années 60, qui ont voulu demander responsabilité justement aux frères, aux sœurs, aux religieux, aux religieuses qui les ont maltraités. Ils ont voulu aussi pointer du doigt le gouvernement. Et pour ce faire, ben, ils sont allés en cour. Donc, c'est la Cour de justice, finalement, qui a fait réagir les différents paliers de gouvernement et qui a fait en sorte qu'ils se sont excusés. Il y a eu effectivement des dédommagements, mais des dédommagements comme mon père a eu un certain dédommagement en lien avec ça, avec cette histoire-là. Mais comme il l'a dit, ça rattrape rien. C'est de l'argent. C'est vide. On a besoin que les gouvernements prennent leurs responsabilités, que les congrégations religieuses prennent également leurs responsabilités, qu'ils s'excusent. Et ça faisait partie du règlement, ces excuses-là, du grand règlement là, qui n'était pas juste pécunier ou financier. Donc, c'est pas arrivé, comme je le dis, du jour au lendemain. Ce sont des survivants qui ont dit, ben là, moi, c'est assez, ça a gâché ma vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens, et là, je ne pointerai personne dans ma famille, évidemment, là, vous comprendrez, mais qui ont vécu soit les pensionnats pour autochtones ou qui ont vécu cette rafle des années 60-là, qui ont vécu toute leur vie avec des problèmes de consommation, parce qu'il y a eu des abus, il y a eu des abus sur place, des abus psychologiques, des abus sexuels, des abus physiques. Il y en a eu de nombreux, en fait, un peu partout, pour de nombreuses personnes, en fait, de nombreux survivants. Et les gens ont dit, ben, il doit y avoir une certaine impunité, là, quelque part. Euh, donc, c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Et je pense que si ces courageux survivants-là s'étaient pas levés, ils n'avaient pas commencé à révéler ces histoires-là, ben, on n'en parlerait même pas. Parce que même aujourd'hui, euh, le roman Yawenda, il y a encore des Autochtones qui le lisent et qui m'écrivent et qui disent c'est ça qu'a vécu ma grand-mère ou c'est ça qu'a vécu ma tante ou ma mère, ou etc. Et ils ne savaient pas, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas capables de dire les mots, de nommer un peu cette espèce de directive là, du gouvernement fédéral. C'est tout récent, probablement parce que je suis ethnologue, anthropologue, ça m'a aidé pour comprendre et pour pouvoir révéler les choses. Mais les Autochtones, de façon générale, eux aussi ils redécouvrent ça. Ils mettent des mots. Ils se disent, et c'est légitime comment je me sens, comment ma mère s'est sentie. C'est peut-être légitime qu'elle a eu certains problèmes psychologiques. Vous savez, les taux de suicide sont encore très, très hauts dans les communautés. Les problèmes de consommation sont encore présents, même si les choses s'améliorent beaucoup, parce que justement, on est en train de révéler les histoires. On est en train d'ouvrir la parole. On est en train de donner la voix. Et ça, c'est extrêmement thérapeutique. Que cela continue. Alors, avant que vous nous lisiez un premier extrait, Isabelle, on va faire une petite photo de groupe, comme on a l'habitude. Préparez-vous, et oui, il n'y avait pas de raison, hein. 3, 2, 1, et c'est bon, parfait. Isabelle, c'est à vous pour la lecture du... Oui, ok, d'accord. Bon, le premier extrait que je vais vous lire, on est à l'automne 1959, donc on est dans la première partie du livre, je dirais au tiers environ. La petite corvaire rose apparut dans la rue étroite. Liliane, qui avait mis ses plus beaux habits, attendait la travailleuse sociale avec les cadettes, Solange et Claire. Dans 2 ans et presque 5 ans, la plus jeune bien attachée dans sa poussette. La gravelle sous les pieds rendait l'exercice de la poussée parfois difficile pour la frêle jeune femme de 15 ans, mais cela ne l'empêchait pas de promener ses sœurs au moins 2 fois par jour par beau temps. Il faut dire qu'elle en avait besoin elle aussi, et parfois Claire l'aidait à pousser, ou tentait de l'aider. Aujourd'hui en particulier, Liliane voulait montrer qu'elle était bien capable de prendre soin des fillettes. Son père l'avait prévenu quelques jours auparavant qu'une dame du gouvernement viendrait les visiter pour voir si on s'occupait bien des petites. La dame en question, une dénommée Blanche Lajoie, téléphona à Liliane le lendemain pour prendre rendez-vous et elles convinrent d'une rencontre le lundi suivant. Comme les rencontres devaient se faire pendant la semaine, Henri ne pourrait être présent. Il ne pouvait manquer le travail et revenir du bois comme il voulait, comme de raison.
Alors il prévint Liliane de mettre ses habits du dimanche et de s'assurer que les petites soient propres et bien habillées, et il lui promit que tout irait bien. Il lui donna toute une liste de conseils, malgré tout, et lui demanda de ranger la maison encore mieux que d'habitude, bien que ce fût toujours assez propre. Malgré l'apparente assurance de son père, Liliane avait bien saisi que l'enjeu de cette rencontre était très important. Elle avait déjà vu un an plus tôt tous ses frères et sœurs éparpillés aux quatre coins de la région. On les avait envoyés dans des pensionnats, des orphelinats et même des familles d'accueil en dehors de la communauté, bien que leur père eût tout fait pour que ça n'arrive pas. Il n'était pas question que les cadettes subissent le même sort à un si jeune âge. Elle-même y avait échappé à cause de son âge plus avancé, certes, mais aussi parce qu'elle avait toujours été responsable. L'agent des affaires indiennes avait jugé que pour le moment, et grâce à une belle lettre de recommandation d'un certain docteur Leduc reçue quelques mois plus tôt, Liliane pouvait rester à la petite maison du village rond pour s'occuper des deux plus jeunes. Jean-Baptiste Biel leur avait dit tout ça, à Henri et elle, sur le ton de celui qui accorde une faveur, comme si on devait l'en remercier et s'en montrer digne. Visiblement, il s'attendait à ce que Liliane comprenne son privilège et agisse en conséquence. Liliane, elle, voyait les choses autrement. Pour elle, tout ça tenait davantage de l'injustice que de la faveur. Elle avait senti son cœur battre et ses oreilles se réchauffer en entendant les paroles de l'agent des affaires indiennes. Mais elle avait gardé son calme. Elle savait déjà, malgré son jeune âge, que dire ce qu'elle avait vraiment sur le cœur ne lui aurait rien apporté de bon. Merci On est un Isabelle. peu, ouais, on est un peu avant cette espèce de dernier acte finalement qui va faire en sorte que la famille va être complètement décimée. Merci Isabelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la langue Wendat apparaît par fragments, presque en résistance en fait. Vous avez choisi plutôt la rareté plutôt que l'immersion linguistique, et en même temps, vous ne cherchez jamais à expliquer la culture Wendat au lecteur. Il n'y a pas de... C'est comme si vous refusiez finalement la posture pédagogique qu'on pourrait attendre d'une ethnologue, anthropologue, clairement. Et bien pour le coup, vous prenez le parti de faire presque tout l'inverse. Vous avez fait des choix forts pour ce roman-là. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement en tant qu'autrice? C'est drôle parce que, justement, parce que je n'explique pas, donc mon premier éditeur à Québec, qui est Flammarion au Québec, qui est Flammarion Québec, donc il est aussi d'origine française. Et il m'a dit, ouais, mais il faut que tu l'expliques, là, il faut que... J'ai dit, ben non, j'ai pas envie de l'expliquer. Il dit, oui, mais il dit, les gens s'attendent à ce que vous parlez Huron. Puis j'ai dit, oui, mais c'est pas un ouvrage pédagogique, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Si les gens, justement, veulent comprendre, ben ils iront chercher, parce que c'est complexe et j'avais pas envie que ça coupe un peu, parce que quand on fait de la pédagogie, et on en fait beaucoup parfois dans les récits autochtones, je le vois, surtout dans les récits qui ne sont pas écrits par des autochtones et qui portent sur les autochtones, on fait beaucoup de pédagogie et je trouve que ça coupe un peu cet élan-là, un peu du roman, cet élan romanesque-là, ce lien, cette émotion-là dont je parlais tout à l'heure. Et je me suis dit, ben non, les gens iront. Et j'ai fait la même chose avec mes romans jeunesse, Niche, dont on parlait tout à l'heure, qui est quand même un roman là, pour jeunes adultes, adolescents. Il y a des choses que je n'explique pas. Donc, je me dis, mon lectorat, les jeunes qui vont lire ça, quand je parle un peu des pensionnats ici et là, s'ils veulent en savoir plus, ils iront faire la recherche parce que je trouve que la responsabilité ne doit pas seulement venir de l'auteur, il doit venir aussi du lecteur. Alors oui, effectivement, j'ai fait des choix de cette façon-là, mais il y a d'autres livres où, par exemple, Indienne de Ville, mon dernier essai, juste ici, qui est sorti cet automne, dont parlait Amaury tout à l'heure, où là, j'explique davantage les choses. Mais je trouve que chaque forme littéraire, justement, amène quelque chose et parfois, ce n'est pas le bon temps pour dire les choses de cette façon-là, pour moi en tout cas. Et là, c'était un roman que je faisais, tantôt c'est un essai, tantôt c'est autre chose. Et si vous voulez en savoir plus, ben, il faut lire finalement toute l'œuvre. Et puis, il y a certains personnages qui semblent vivre quasiment toute leur vie avec une intuition confuse d'un manque. J'ai l'impression que c'est le livre du manque aussi, le manque peut-être inhérent à chacun d'eux. Mais comment on écrit justement une absence qui n'a jamais été nommée? Mmh. Ouais, et vous êtes vraiment très lucide dans votre lecture, je trouve.
Et c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on l'écrit? On l'écrit parce qu'on l'a ressenti soi-même. Je vous parlais tout à l'heure de cette espèce d'impact multigénérationnel. Vous savez, cette histoire-là m'a été révélée à travers mes oncles et mes tantes, pas très souvent. Ça s'est passé quand j'étais plutôt jeune, entre l'âge de 6 et 10 ans. On avait souvent des parties de Noël, des fêtes, on appelait ça des parties d'huîtres, parce que on achetait plein d'huîtres et puis là, on mangeait, tout le monde était là, les 10 enfants avec, ou les 9, là, dépendamment, euh, avec leurs enfants, donc tout le monde. Et là, on mangeait. Et évidemment, bon, il y avait de l'alcool. Et les oncles et les tantes commençaient à raconter leurs anecdotes de jeunesse dans les pensionnats, qui ne sont pas des pensionnats pour autochtones, mais qui sont des écoles de redressement, alors qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas besoin de ce type d'école-là, de pensionnat-là. Dans les orphelinats aussi, dans les maisons d'accueil, dans les familles d'accueil, etc. Et j'entendais par l'humour, mais j'entendais aussi où je ressentais grandement cette grande tristesse, ce grand manque de parents présents, d'appartenance, de liens qu'on essaie de tricoter entre les frères et les sœurs, mais de liens qui ont été brisés. Je suis une personne très, très sensible et j'ai ressenti tout ça. Et je me suis dit, ben, c'est comme ça que je vais juste faire une espèce d'effet miroir. Je vais, dans mon écriture, je vais essayer justement de transmettre ce que j'ai ressenti. Et si vous l'avez lu de cette façon-là, c'est parce que je pense que je peux avoir un peu réussi. Et pour moi, c'était très, très, très important que les gens comprennent ça. Et effectivement, c'est pas facile parce que ça se passe souvent dans les non-dits, à travers l'humour, dans le silence, dans les silences aussi qu'on va faire après une affirmation ou une autre. Essayer d'interpréter ça à un tout jeune âge, c'était pas simple, mais je l'ai quand même vécu. Alors j'ai voulu le transposer dans mon récit. J'aimerais qu'on revienne à cette figure de Liliane qui enquête, qui finalement ne triomphe jamais vraiment. Vous avez refusé toute figure héroïque classique du roman, dans ce roman de réparation. Ça aurait été très simple finalement d'en faire une héroïne et même d'appeler ce roman-là Liliane. Vous n'avez pas fait ce choix-là, une fois de plus, vous êtes allé dans la subtilité. Pourquoi vous avez aussi refusé cela? On a l'impression que vous êtes l'écrivaine des refus, des évidences. Mais c'est drôle parce que moi, Liliane, je la vois comme une héroïne. Mais Euh, moi aussi, mais en même temps, on a l'impression que c'est extrêmement sur un fil. C'est une héroïne sans lettres. C'est vraiment oui, particulier. oui, oui, vraiment, vraiment. Mais juste parce que cette victoire-là, je trouve qu'elle a de garder, et elle le fait encore, de garder la famille ensemble, malgré tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'est déjà une victoire en soi. Il y a déjà quelque chose là-dedans. Je trouve qu'on n'est pas obligé que ce soit toujours dans je ne sais pas comment l'exprimer, Dans le mais triomphe, ouais. dans le triomphe total, dans la victoire portée par les drapeaux, les chants, les trompettes. Tu sais, on n'est pas, la victoire, elle peut être simple aussi. Et je trouve que la famille telle que je la connais, ma famille, vit dans une certaine simplicité par rapport à ça. Ils sont toujours debout. Il y en a qui ont très, très bien réussi dans la vie. Ils ont des enfants. Oui, il y a des lacunes. C'est pas parfait comme dans n'importe quelle famille. Mais la victoire, elle peut être simplement là. Elle peut nicher simplement à cet endroit-là. C'est pas obligé d'être tambour battant toujours. Alors, c'est voulu, c'est quelque chose que encore là, que j'ai vu, non seulement dans l'histoire de ma famille, mais dans l'histoire des autres familles autochtones qui m'ont raconté aussi leur façon ben, toute leur histoire à eux, finalement, et leur façon d'avoir un peu, c'est un peu ça finalement la résilience. Alors, la résilience, c'est pas nécessairement le champion avec la médaille, etc., mais c'est dans la vie quotidienne de tous les jours. Et cette résilience-là, je la lis dans l'histoire de tous les Autochtones qui ont partagé finalement ces moments-là avec moi. Et puis, il y a un moment extrêmement touchant dans ce livre-là, notamment. Alors, il y en a beaucoup, mais celui-ci m'a marqué. C'est le moment où Blanche offre un livre à Liliane, un livre de Gabriel Roy qui s'appelle Bonheur d'occasion. Et je me suis forcément posé la question de votre gémellité avec ce texte-là. Est-ce que c'est un texte qu'on vous a offert, qui vous a donné envie de lire aussi?
parce qu'évidemment, Liliane, elle n'a pas que ça à faire, hein, concrètement, à la maison au départ, mais Blanche lui demande de le lire la nuit, quand elle a un petit peu de temps. C'est son premier livre. Elle demande d'ailleurs s'il y a des dessins avec, pour le coup. Euh, Quel est votre lien avec ce texte-là? Il n'est pas là par hasard, à mon avis. Ouais, vous avez raison encore une fois. C'est pas la première lecture que j'ai faite. La première lecture que j'ai faite d'un roman adulte, c'est Les filles de Caleb. Je sais pas si vous connaissez, très très populaire au Québec. J'avais 10 ans, un roman de 528 pages. Bonheur d'occasion est un roman qui m'a été imposé à l'école secondaire, donc une lecture obligatoire, mais qui m'a beaucoup marqué parce que puis c'est un roman qui existait déjà à l'époque où Liliane était toute jeune, donc c'était évidemment important que le roman existe. Mais c'est l'histoire justement d'une jeune femme finalement qui est dans une certaine classe sociale et qui vise une autre classe sociale euh, et qui, à travers ses relations amoureuses, bon, elle va tomber en amour avec un homme, etc. À Montréal, elle va passer du petit village à la ville, il y a tout ça. Et pour moi, c'est plutôt symbolique parce que Blanche, qui est la travailleuse sociale dans Yawenda, va offrir ce livre-là à Charlotte parce qu'elle a, j'imagine, une idée derrière la tête. Elle aimerait que Charlotte puisse s'affranchir, devenir autre chose qu'une Indienne parce que c'était encore mal vu à l'époque. Et elle y ouvre un peu la voie à sa façon, j'imagine, sur cette vie-là qu'elle pourrait peut-être avoir mais voilà, alors pour moi, c'est pour ça que je l'ai placé là, mais c'est effectivement pas anodin. Et puis j'aimerais vous poser une question, notamment parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait une sorte de traumatisme, ou en tout cas quelque chose, vous vivez avec cette histoire-là aussi en vous. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez maman. Pour le coup, qu'est-ce qu'il reste finalement de cette histoire-là dans votre vie actuelle? Quand on nomme un enfant, étant donné que les prénoms sont aussi très importants dans ce livre-là, quand il y a ce lien entre l'hébergement, entre l'éducation, entre le fait d'accueillir et le fait de voir disparaître un enfant aussi, qu'est-ce qui reste de vous dans cette écriture-là? Est-ce que vous avez souffert quand vous avez écrit cette histoire-là? Est-ce que vous avez pensé à votre vie actuelle? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous craignez que cela ne ressurgisse aussi à nouveau? Hmm. Excellente question. Ce livre-là, il a été très difficile à écrire. Je suis quelqu'un qui écrit très, très vite, mais vraiment très rapidement. Par exemple, Indienne de ville, je l'ai écrit en un mois. Mes niches, tu sais, qui sont quand même, on parle de 45 000 mots, j'ai écrit ça en quelques semaines. Des glaçons comme d'hiver ont été beaucoup plus difficiles. Il a fallu, en fait, Yawanda, il a fallu que je prenne des pauses entre les différentes époques. Parfois, j'étais plus capable, j'étais triste, j'étais en colère. Ça a été vraiment, vraiment important pour moi de bien faire les choses, puis je voulais pas écrire dans la colère. Alors pour moi, c'était important de prendre ces pauses-là, de retrouver une certaine neutralité et d'y retourner. Euh, Maintenant, bon, est-ce que vous pouvez me rappeler la question? C'est finalement ce qui reste Ah oui, ce qui reste. de cette histoire Ouais, familiale-là et au quotidien, ouais. notamment vis-à-vis de vos enfants. Ben, ce qui reste, en fait, il en reste beaucoup moins une fois que ça a été écrit. En ce sens que cet ouvrage-là a été extrêmement thérapeutique à écrire. Je pense qu'il a été thérapeutique pour l'ensemble de ma famille, puisque mes cousins, cousines, qui ont à peu près mon âge, bon, dans la quarantaine, m'ont presque tous dit la même chose après l'avoir lu. Ils m'ont remercié, puis j'ai dit, mais pourquoi? Puis ils ont dit parce qu'on n'était pas capable d'aborder ces questions-là avec nos parents. On sentait que c'était bouché, on n'était pas capable d'ouvrir la porte, on ne trouvait pas la clé finalement. Et à travers l'histoire, ben, ils l'ont lu, on l'a lu et on a pu installer une certaine forme de dialogue sur ces histoires-là qui sont lourdes, qui sont difficiles. Donc, les choses, je trouve que quand les choses sont révélées, quand les vérités sont dites, c'est beaucoup plus facile et c'est peut-être ça la solution à cette espèce d'héritage multigénérationnel dont je parlais tout à l'heure. À partir du moment où on nomme les choses, qu'on les dit, qu'on les reconnaît, qu'on en parle, ben, il me semble qu'on les transmet moins parce qu'on se comprend plus. Donc, pour moi, évidemment, j'ai réfléchi à ma relation avec mes enfants qui étaient adolescents là, au moment où j'ai écrit Yawanda. Et je me suis dit, est-ce que je leur transmets ça malgré moi? Est-ce que ce fardeau-là est transmis malgré moi parce que leur père est aussi autochtone, il est Mohawk? Alors, est-ce que veut pas, on fait ça?
Et je me suis posé la question, la solution, elle est où? Et je pense que la solution, elle est beaucoup dans la connaissance qu'on peut avoir, dans la reconnaissance qu'on peut avoir comme autochtone de toutes ces tentatives d'assimilation-là qui ont été faites, ce que moi, j'avais pas quand j'ai grandi. On parlait pas vraiment des pensionnats pour autochtones. La rafle des années 60, c'était pas nommé. Il y avait plein de choses qui étaient pas nommées. Bon, ben, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, puisque quand on est dedans, on est dedans. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est capable de nommer davantage et ça peut permettre de mieux comprendre et donc forcément de venir sécuriser cette relation-là qu'on a avec l'enfant euh, et lui permettre d'être plus fort parce que quand il ressent quelque chose, ben, il peut être à même de mieux comprendre d'où ça vient, je pense, puisqu'il connaît davantage l'histoire. Quand je réagis d'une certaine façon par rapport à un événement, je m'emporte ou je suis en colère ou etc., je pense qu'il peut mieux comprendre puisqu'il connaît davantage l'histoire maintenant. Alors, c'est peut-être une des portes, une des solutions finalement que j'ai trouvé la littérature pour permettre de moins porter ce fardeau-là, finalement, et de moins le transmettre. Et puis dans ce roman-là, la famille, elle est plutôt fragmentée, elle est jamais idéalisée non plus. Est-ce que c'était important pour vous aussi de montrer les failles internes de ce clan et pas seulement la violence extérieure? Oui, oui, toute la vérité. Si on veut raconter une histoire incarner quelque chose d'historique, si on veut le faire avec justice, je pense qu'on doit aussi montrer ça. On est tous humains, donc pour moi, c'était important. Henri, bon, le patriarche va en venir à un moment donné à consommer, par exemple, de l'alcool. Il va plus être aussi fiable qu'il était, moins responsable parce que, bien évidemment, on comprend pourquoi à travers l'histoire, mais pour moi, c'était important aussi de montrer ces failles-là. J'ai montré la famille telle que je l'ai vue, telle que je l'ai connue plus tard, mais telle qu'on me l'a expliqué, tout n'était pas parfait, comme dans n'importe quelle famille. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le livre va mettre en scène des corps déplacés, mais aussi des corps qui s'adaptent. Est-ce que le corps, pour vous, c'est un lieu de mémoire encore plus puissant, encore plus fiable que les archives? D'une certaine façon, oui, parce que par le corps passe aussi, je trouve, les émotions dont je parlais tout à l'heure, tout l'univers. Euh, il n'y a pas que, ce n'est pas que des mots sur un papier, que des tableaux. Il y a quelque chose de beaucoup plus. Alors effectivement, c'est pas quelque chose à laquelle non plus j'ai réfléchi, mais pour moi, c'est une évidence. C'est peut-être culturel, mais pour moi, c'est une évidence, effectivement. Et puis ensuite, vous montrez des institutions qui prétendent protéger tout en détruisant. Et c'est cette dichotomie-là qui est intéressante aussi. Comment vous avez travaillé l'ambiguïté sans jamais la caricaturer, parce que tout est fait avec, je vais dire, entre guillemets, délicatesse, même dans l'innommable, mais on en est presque là. C'est quand même cette différence-là, justement, comment on a réussi à, alors pas forcément à accepter, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais comment vous avez travaillé cette langue, cette manière de raconter, sans jamais, sans jamais que ça ne, comment dire, que ça ne soit, que ça retombe comme un soufflet, en fait. On a l'impression que tout se tient sur un fil et tout est évident pour ces familles-là. Tout arrive, ainsi, c'est pas si anormal que ça. Et en même temps, de l'autre côté, on a l'horreur, on a cette fameuse protection qu'on donne aux familles, qui en réalité n'en est pas une. Ben, j'ai voulu décrire la colonisation telle que je l'ai entendue, telle que je l'ai lue, telle que je l'ai vécue. Euh, Au Québec, évidemment, bon, le Canada étant un pays de colonisateurs, on ne va pas se cacher, c'est quand même la réalité. À travers mon emploi, ma fonction d'ethnologue, d'anthropologue, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai lu d'abord, par exemple, les relations des Jésuites. J'ai vu dans la façon dont ils parlaient des Wendat ou des autres autochtones, euh, leur vision eurocentriste, colonialiste, ethnocentriste. Je l'ai revu à travers les différents, ben, je l'ai vu dans la loi sur les Indiens, par exemple, au Canada. Je l'ai vu dans des textes des gouvernements en lien avec les Autochtones. Je l'ai vu partout dans ma vie. Je l'ai entendu à travers les politiciens. C'est encore vrai aujourd'hui, c'est encore présent. Encore il y a quelques jours, notre premier ministre Mark Carney a parlé des peuples fondateurs du Canada
Il a nommé les Anglais, les Français, il a parlé un petit peu des Acadiens, puis les Autochtones étaient encore invisibles. Alors, cette invisibilité-là aussi, j'ai voulu qu'elle transparaisse parce que c'est comme si on niait le fait autochtone. On va décider pour eux. Et ça a toujours été comme ça. Du début des années 1600, donc à la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, c'est encore vrai, c'est encore présent. Euh, donc, ces institutions-là veulent décider pour nous. Ils pensent qu'ils savent comment bien faire, comment faire les choses. Par exemple, si on prend pendant la colonisation juste le territoire, euh, ben, on n'exploitait pas comme autochtone le territoire comme les Européens pouvaient exploiter le territoire. Pour la ressource, on ne le faisait pas de la même façon, mais pas du tout. Et ça, de la part des Européens, des premiers colons, c'était vu comme étant une faiblesse de notre part. Parce que c'est comme si on ne savait pas comment faire. Et c'est pour ça qu'on a commencé à nous appeler les sauvages, qui n'est pas un mot qu'on aime beaucoup utiliser, évidemment, mais comme si notre façon de vivre en harmonie avec le territoire, c'était une faiblesse. Mais ça, cette espèce de vision eurocentriste ou ethnocentriste des choses, ben, ça s'est transposé dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que j'ai lu. Alors, on pense, les colons, les explorateurs, les missionnaires, le gouvernement, etc., pensent faire la bonne chose, mais est-ce que c'est la bonne chose pour nous comme Autochtones? Ça, on se pose jamais la question. Puis pourquoi est-ce que notre façon de vivre traditionnelle serait moins bonne que la façon de vivre des Européens? Juste parce que c'est différent, c'est pas une bonne réponse. Alors, j'ai voulu aussi transposer ça parce que souvent les gouvernements ont pensé, surtout les agents des Affaires indiennes, le ministère des Affaires indiennes a pensé bien faire en nous imposant cette espèce d'assimilation forcée ou ces tentatives d'assimilation forcée. Mais est-ce qu'ils l'ont fait vraiment? La réponse, c'est évidemment non. Depuis ce titre, Yawanda, tout à l'heure, vous avez dit que ça signifiait la voix. De Ouh. quelle voix s'agit-il? Celle des disparus, celle des survivants ou de celles qui n'ont jamais été reconnues? Est-ce que ce sont aussi les voix silencieuses? Ce sont effectivement aussi les voix silencieuses. Ce sont les voix qu'on a voulu taire, qu'on a invisibilisées, mais c'est aussi cette voix-là qui se révèle. J'aime beaucoup les espèces de dualité, dichotomie, on appelle ça comme on voudra, mais j'aime beaucoup travailler là-dessus parce que là, on est en train de la révéler, justement, cette voix-là. Je suis très, très, très heureuse, justement, de travailler avec Amaury pour que, justement, en France, on comprenne davantage. Bon, il y a déjà eu Michel Jean, je vais amener autre chose, puis il y a d'autres auteurs qui, évidemment, amènent d'autres éléments à cette histoire-là coloniale, dont la France a fait partie là, aussi à une certaine époque. Pour moi, c'est ça, c'est cette révélation de toutes ces voix-là, finalement. Très bien. Alors, j'ai pour habitude de poser toujours deux questions récurrentes aux auteurs qui passent et aux autrices qui passent ici. La première, c'est celle de nous faire découvrir un auteur ou un titre plutôt méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour pour donner un peu plus de visibilité. Qui avez-vous choisi, Isabelle? Oui. Ben, c'est quelque chose parce que j'ai pas énormément de livres français chez moi, mais c'est Anantane Capèche. C'est une Inou, ça s'appelle Je suis une maudite sauvagesse. Alors, on est dans les années 60 quand ça a été publié. Je vous donne un peu le contexte. Anantane Capèche, c'est une femme Inou qui vit au nord du Québec. Des communautés Inou, il y a celle de Michel Jean qui est située au sud, ou de la famille de Michel, puisque Michel n'y a jamais vécu. Mais il y a des communautés qui sont situées là, presque en territoire inuit. Donc, on est vraiment au nord du Québec. Et elle vivait en 1953 sur le territoire. Il n'était pas encore à l'époque. Oui, voilà. À l'époque, sa population n'était pas encore sédentaire. Il n'y avait pas de communauté ou de village comme tel. Et du jour au lendemain, le gouvernement s'est amené sur le territoire et ils leur ont dit, bon, ben là, vos enfants vont aller à l'école. Il n'y avait pas d'école. On leur a dit aussi, vous allez aller habiter là où on va vous dire d'habiter. On a des petites maisons pour vous et c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Vous allez nommer un chef, vous allez avoir un conseil de bande. Donc, elle a vécu ce que les Wendat ont vécu 200 ans avant ou 300 ans avant même. Et cette femme-là, je l'ai découvert quand j'étais à l'université. Je cherchais, mais ardemment, des récits écrits par des Autochtones et je n'en ai trouvé que trois à l'époque. Et bon, on parle
de la fin des années 90, début 2000, là, ça fait pas quand même si longtemps. Il n'y avait aucune littérature autochtone, mais à un moment donné, dans un rayon, j'ai trouvé cette femme-là. Et c'est un récit, c'est un essai, elle partage et on entend sa colère. Et je me suis dit, si cette femme-là est capable de le faire, ben moi, un jour, j'aimerais beaucoup le faire. Et je suis contente parce que il y a beaucoup de gens qui me disent qu'en lisant ça, mon dernier récit, mon essai, ben, ils retrouvent un petit peu de cette Anne Antane Capèche à quelque part, de façon ténue derrière. Alors, je continue un petit peu cette œuvre-là, mais c'est vraiment magnifique. Elle parle avec beaucoup d'authenticité, de véracité. C'est une femme que j'admire beaucoup qui est décédée aujourd'hui. Très bien, très bon choix. Et ma deuxième question, c'est celle de s'ingérer dans la peau, dans le corps d'un personnage de fiction que vous aimeriez incarner. Et est-ce que vous changeriez sa destinée? Qui avez-vous choisi, Isabelle? Eh bien, ça, j'ai eu plus de difficultés. Tous les auteurs ont des difficultés pour C'est pas cette question. simple, mais j'aime beaucoup, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup les femmes fortes dans les récits. Il y a dans ce livre dont je parlais, qui est un livre québécois, Les filles de Caleb, qui a été extrêmement populaire au Québec, qui a été une série télévisée aussi. Donc, on est dans les années 90 au moment où ça sort. Et c'est une histoire qui se passe là, autour des années 1900 environ, dans un Québec, donc de cette époque-là. Et c'est une jeune fille, Émilie Bordelot, qui va devenir une enseignante dans un petit village. Et elle est toute seule, elle a 16 ans, elle arrive dans sa petite école de rang, c'est comme ça qu'on appelle ça ici. Elle vit au deuxième étage, l'école se passe au rez-de-chaussée. Et c'est toute sa vie, elle va rencontrer un homme, bon, à travers les années. Et son destin ne sera pas nécessairement joyeux, mais il est vrai, il est réel. C'est quelque chose, c'est l'histoire aussi en fait, de la grand-mère de l'autrice, Arlette Couture. Et ça a vraiment été bien raconté, je trouve. Là aussi, tu sais, avec beaucoup de pudeur, mais de véracité. Il y a quelque chose de très attachant là-dedans. Et, je, et en ça et Cendrillon, tu sais, je trouve qu'il y a un juste milieu où les femmes des romans, on se retrouve pas, on se voit pas beaucoup. J'aimerais ça, à un moment donné, aller là-dedans. Entre une fin un peu plus difficile parce que la vie, elle est difficile, parce qu'elle aussi, elle a eu quelque chose comme 14 enfants, puis son mari l'a laissé, puis etc. Puis une fin à la Cendrillon, il y a un entre-deux que j'aimerais bien revisiter un peu plus souvent comme lectrice. Alors, c'est ma réponse. Très bien, très bien. Pour en revenir au roman, avant que vous nous lisiez un deuxième extrait, il y a certains personnages qui semblent vivre presque à côté de leur propre histoire. Est-ce que pour vous, c'est une manière de dire aussi les effets durables de l'assimilation forcée? Qu'est-ce que vous voulez dire comme à côté? Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont pas si conscients que ça, en fait, de ce qui se passe. Ils sont impactés par les choses, mais en réalité, on n'a pas l'impression que ça les tourmente, parce qu'on n'est pas souvent Ouais, dans la tête des personnages. ouais, effectivement. C'est vrai, mais ça revient un peu à dire ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a deux façons de prendre les choses, comme quand on est autochtone, soit on est tout le temps en colère ou triste, ou soit on se dit, ben, on va vivre avec parce que de toute façon, c'est comme ça, et je vais essayer de faire du mieux que je peux avec ça. Et on utilise beaucoup l'humour pour cette raison-là. Et ça, c'est global à tous les peuples opprimés, j'aurais envie de dire, ou minorisés. Mais au Québec, les Autochtones utilisent, puis même pas juste au Québec, partout au Canada, beaucoup, beaucoup l'humour. Puis là, je me suis dit, bon, l'humour, quand on est un enfant, c'est peut-être pas si simple. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je vais présenter les choses? Ben, je vais les présenter comme ça. Donc, ça rejoint un petit peu ma réponse de tout à l'heure. Et si, si ce roman devait laisser une trace presque indélébile chez un lecteur de Yawanda, euh, qu'est-ce que vous espérez avec ce livre-là? Est-ce que vous espérez une entrée dans l'univers Wendat? Est-ce que vous espérez que l'assimilation forcée devienne évidente pour tout le monde, ou en tout cas au plus grand nombre? Mais qu'est-ce qu'on espère avec un tel livre? C'est une rencontre. C'est la rencontre que j'ai toujours voulu créer. Peu importe ce que j'écris dans la presse, dans le journal La Presse, dont Amaury parlait tout à l'heure, dans mes romans pour enfants, dans mes essais, dans Yawenda, c'est toujours cette rencontre-là que j'espère créer. Puisque à partir du moment où le lecteur il est touché, qu'il y a une véritable rencontre par le cœur, il y a comme une porte qui s'ouvre
et on ne peut plus arrêter. Ça arrive très souvent que des gens qui lisent un premier roman écrit par un autochtone me disent oh non, mais j'en veux d'autres. Parce que vous avez une façon de raconter les choses, une vision des choses, un univers qui m'est révélé à travers, parfois c'est de l'histoire, parfois c'est plus en fiction, mais il y a toujours cette espèce de regard sur le monde ou sur les gens, puis peu importe les époques, et c'est une espèce de, je dirais pas une épiphanie, là, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais il y a vraiment une révélation pour plusieurs lecteurs et j'espère pouvoir, justement, parce que quand on crée cette rencontre-là, on crée de l'ouverture. Et quand on crée de l'ouverture, ben, on crée, veut pas, de la curiosité, de l'éducation et donc moins d'ignorance, moins de préjugés, moins de racisme. Alors, c'est tout ce cycle-là que j'espère, rien de moins. Parfait. Tout à l'heure, vous aviez parlé de cet essai qui allait sortir bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et savoir si vous Celui-là, travaillez déjà sur quelque chose d'autre aussi? oui, Est-ce que celui-là, il est sorti en fait. Il est sorti au le 30 Québec? septembre dernier, oui, au Québec. Très bien. Donc, c'est vraiment un récit où je me raconte de la plus tendre enfance. Donc, je pense que j'ai 4 ans quand je commence mes premiers souvenirs comme autochtone jusqu'à maintenant. Mon regard de femme autochtone sur le monde actuel. Je porte un regard tantôt critique, tantôt humoristique, avec humour, tantôt. Donc, je vais un petit peu partout à travers différents moments de ma vie qui ont été pour moi des moments significatifs qui m'ont fait comprendre plein de choses. On passe à travers des éléments qui m'ont fait comprendre à quel point on était colonisé, puis d'autres qui m'ont révélé que justement que j'avais beaucoup de force en dedans de moi, beaucoup de résilience, qu'on est mieux ensemble que seul, qu'on est mieux dans la vérité que dans le silence. Donc, il y a plein de moments comme ça, mais on est vraiment dans autre chose. On est à, je dirais, quand Amaury disait tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre de la chronique là-dedans, mais il y a un lien, il y a quelque chose de l'ordre d'une histoire qui se tient aussi. On voyage avec ma vie. C'est pas une autobiographie, mais c'est que j'ai choisi des éléments de ma vie qui pouvaient raconter certaines choses et permettre au lecteur de mieux comprendre ce que c'est que d'être autochtone aujourd'hui. Et je crois que c'est ce Alors, livre-là dont est fan Amaury, de ce que j'ai cru comprendre, qui l'intéresse en tout cas, je crois. Voilà. On verra plus tard tout cela. Euh, c'est le moment de nous lire un second extrait, Isabelle. C'est à vous. oui. Alors, c'est une lettre. Je vous ai parlé tout à l'heure de Blanche, qui est la travailleuse sociale et que vous avez un petit peu rencontrée à travers le premier extrait que je vous ai lu. En tout cas, elle s'en venait. Et là, on est des années plus tard. On est, je vais juste regarder la date, 1989. Donc, elle écrit cette lettre-là à Liliane. Chère Liliane, il y a bien longtemps que nous n'avons été en communication. J'espère que ta petite famille et toi vous portez bien. Tu as peut-être su que j'ai pris ma retraite en 1980. Quand tu m'as appelé quelques 2 ou 3 années auparavant pour me dire que tu savais que le bébé de Claire était vivant, je n'ai pas su quoi te dire. Je me suis demandé si tu allais bien. J'ai surtout compris que toutes tes blessures n'étaient pas guéries. J'ai prié pour toi, pour ta famille. Je l'ai fait souvent d'ailleurs. Dans ma carrière de travailleuse sociale, j'ai traité des centaines de cas, vu autant de familles, mais la vôtre a toujours été spéciale à mes yeux. Tu as toujours eu une place particulière dans mon cœur. Ta force, ta sensibilité, ton courage, ta douceur, ta gentillesse à un si jeune âge ont été un exemple pour moi. Je veux que tu le saches. Quand tu m'as appelé, donc, j'ai d'abord nié en me disant que c'était ce que je me devais de faire. Et puis, comme tu insistais encore et encore, je me suis demandé s'il ne serait pas mieux que vous sachiez tout. J'étais tiraillée entre ma tête, le respect des règlements et mon cœur. J'ai prié pour obtenir une réponse, j'ai beaucoup réfléchi. Je comprenais que tu pouvais avoir des doutes, comme sœur, comme maman, comme femme, mais j'ai finalement convenu qu'il était mieux de vous laisser en paix. Le temps guérit tout, à ce qu'on dit. Vous aviez vécu tellement de choses, ça, je l'ai compris, Liliane. C'est toi qui me l'as fait comprendre. Seulement, cette maladie, cette longue maladie qui annonce la mort et qui me pousse à t'écrire aujourd'hui, nous laisse souvent avec nous-mêmes. Il y a quelques mois, j'ai commencé à avoir des doutes. Et si je m'étais trompée? Et si, pour guérir vos blessures, il était mieux que vous sachiez tout? C'est ce qui me pousse à t'écrire aujourd'hui.
Votre sœur Claire a vécu une belle vie. Elle a eu de bons parents. Sache que je m'en suis toujours assurée. Malheureusement, comme tu le sais déjà, elle est tombée enceinte et elle est morte d'une hémorragie. Elle en était alors à 33 semaines de grossesse. Comme Claire était encore mineure lors de son décès, j'ai eu accès à tous ses papiers pour mes dossiers. C'est la procédure. Liliane, il n'y a pas 36 façons de t'annoncer ça, mais tu avais raison. Le bébé de Claire a survécu, elle est bien vivante. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. J'ai compris un peu tard que les secrets grugent par en dedans. Crois-moi, je le sais maintenant. Je vais m'arrêter là pour pas trop en révéler. En effet, en effet. Merci, merci Isabelle. Yawenda a mis en lumière des prénoms arrachés comme on expose des reliques. Le roman nous a appris à lire les blancs entre les lignes administratives et à entendre les silences pesants. Il a fait de l'archive non pas un simple matériau, mais un personnage, voire un témoin. Les voix qui s'y répondent composent une polyphonie où l'intime prend la mesure du politique. Ce que nous avons entendu ce soir relève de la patience opiniâtre d'une aînée qui reconstruit par la parole. L'écriture d'Isabelle Picard a la qualité obstinée d'un fil qui recoud des pans éparses. Nous avons assisté à la rencontre entre le document et la chair, entre la preuve et le désir de nommer. Le livre ne prétend pas rendre justice, il rend visibles les tentatives de réparation. La littérature ici travaille comme une archéologie des vivants. On exhume, on replace, on écoute. Les personnages demeurent en nous non comme des figures fixes, mais comme lieux d'attention. Quand la lecture cesse, commence alors le travail du souvenir. Relire, questionner, transmettre. Ce texte demande au lecteur non pas un verdict, mais une continuité de regard. À travers les années, la langue n'a pas seulement survécu, elle a résisté, elle a parlé. C'est la promesse la plus forte d'un livre qui se refuse à l'oubli. Nous repartons ainsi enrichis d'images qui ne s'effacent pas. Que la langue retrouvée fasse son chemin dans les foyers, les classes, les veillées, et si parfois un roman ne change pas l'état du monde, il peut changer la manière dont on le porte. Que l'on ose, grâce à ce livre, aller vers les dossiers fermés et demander à voir. L'écriture nous rappelle que la mémoire n'est jamais neutre, elle est toujours travail, et si le roman a pour vocation de déranger, c'est pour permettre d'autres réconciliations. Merci Isabelle Picard et merci Amaury. Merci beaucoup, Anthony. Yawenda aux éditions des Paysages. Merci à tous les deux Merci et à Anthony. très Merci bientôt. Isabelle. Merci, Au revoir Amaury. tout le monde. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir à tous. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir.